architecte m'a inspiré ce poème. Taku Rupanu. Enfant du Nord furtif, énigmatique, silencieux, cultivant son mystère au souffle du Chiwetan, cherchant dans les volutes de sauge une rédemption libératrice. Marche comme tu caresses le territoire, habité du respect des rites anciens, avec le don de sculpter le vide de l'espace pour ces peuples oubliés du temps. Bien avant les premiers contacts avec les Européens, les peuples autochtones étaient pour la plupart nomades. Ils vivaient sur un vaste territoire au rythme des saisons. La sédentarisation et ses constructions uniformisées ont été un puissant vecteur de colonisation, un allié du génocide culturel. À voir cet extrait du documentaire d'Arthur Lamotte, Le passage des tentes aux maisons, c'est encore le cas. L'architecture peut-elle nous aider à renverser la vapeur? Car il y a une architecture plus attentive aux particularités régionales, plus sensible à la diversité des communautés autochtones. Je ne suis pas tombée dans le monde de l'architecture par passion, par vocation. Je connaissais très peu ce monde. Pour moi, les architectes étaient des gens peu sociaux, toujours penchés sur leur papier quadrillé, habillés de noir et tourmentés. Aujourd'hui, j'y travaille. Mes préjugés n'étaient pas vraiment fondés. Les architectes ne sont pas seulement des gens avenants, ils portent également de lourdes responsabilités et voient le monde avec un œil d'artiste. Mon regard sur le patrimoine bâti a également changé. Avant, je ne portais aucune attention à mon environnement. Je ne me reconnaissais pas dans cette architecture. Alors, je traversais la ville la tête penchée. Me voilà aujourd'hui attentive au style, à la finition des immeubles, aux détails, aux différences qui leur donnent son caractère distinctif. Dans le métro de Montréal, je remarque par exemple comment les œuvres d'art sont intégrées à même la structure des stations et des tunnels. C'est une architecture qui parle aux passants, qui fait résonner la voix des artistes et met en valeur la beauté et la diversité de la ville. Pour les peuples autochtones, l'architecture est un rendez-vous manqué. Oui. L'architecture moderne leur a proposé des solutions universelles, uniformes, fades, sans couleur, carrées. Comment pouvons-nous différencier l'architecture de la nation Wet'suwet'en, de la nation des Nérouizio, les Atikamekw? Comment rendre hommage à leurs particularités culturelles s'il y a eu tentative de les faire disparaître et de gommer toute différence? Nous étions des peuples habitant un vaste territoire, dans une recherche d'harmonie et d'équilibre. Avec la mise en réserve telle qu'autorisée par la loi sur les Indiens, nous avons été sédentarisés de force et nous avons dû apprendre à habiter une maison, un espace restreint, confiné. L'adaptation a été difficile, voire même traumatisante. On peut même dire que nous avons commencé à contre-habiter le territoire, à l'habiter à contre-cœur. Je me souviens de mes voyages dans différentes communautés Innu, ma nation, Onamanchipu, Pakwashipu et Kwanichit. Je n'y étais pas dépaysée, mais j'étais incapable de me développer un sentiment d'appartenance. Privée de ma propre histoire, car elle ne m'avait pas été enseignée, tout me semblait étranger, même si j'ai passé les 8 premiers jours de ma vie sous une tente. Un exemple frappant. Ces 3 aérogares du Nunavik, même modèle, rien de particulier ne les distinguait. Aujourd'hui rénovés, les 3 aérogares contribuent à l'affirmation identitaire des Inuits. Heureuses et bienvenues. Ces communautés, qui ne sont joignables que par avion, arrivent et partent des aérogares ornés de symboles culturels qui leur ressemblent. Omble de l'Arctique, pour Kangirsuk. Les belugas pour Kwaktak, je vais y revenir. Et pour finir, le lagopède des neiges pour Tassuyak. Que ce soit par la forme, les couleurs, ces œuvres d'art mettent en valeur des animaux qui sont au cœur de la vie culturelle et traditionnelle de chaque communauté. Dans l'uniformité et la grisaille, c'est impossible de se reconnaître,
Comment inverser cette tendance? Comment redonner un supplément d'âme aux lieux habités par les communautés autochtones? Comment le faire de manière non intrusive, non agressive? Curiosité et respect sont des conditions essentielles pour y parvenir. Curiosité et respect pour découvrir l'histoire des Premières Nations et des Inuits, cette histoire orale qui n'est pas écrite. Curiosité et respect pour tendre l'oreille et s'ouvrir au partage des gardiens du territoire. On ouvre le dialogue en sortant de sa zone de confort, un peu comme moi avec vous à soir. On démystifie l'architecture avec une approche tranquille, à l'écoute, en ne lésant personne. Qui plus est, le monde de l'architecture cogne déjà aux portes des communautés autochtones. Cette évolution est le fruit d'un mouvement d'affirmation identitaire, comme Idle No More. De nombreuses confrontations sociales. On veut trouver un équilibre positif au travers des rencontres, des dialogues, des revendications, des demandes de reconnaissance territoriale, humaine. L'architecture s'y adapte et fait son petit bonhomme de chemin, de manière paisible. L'architecture marque à sa façon le territoire, Nutchimit, Netassinan, ou en Atikamekw, Notsimik, qui veut dire « là d'où vient mon sang ». Ses formes et ses couleurs. Les clés de cette nouvelle approche, consultation, dialogue et co-création. Par le fonctionnement naturel de la profession d'architecte, un architecte est un peu un chef d'orchestre, le travail avec la communauté n'est pas un obstacle, bien au contraire. Dans une démarche de reconnaissance de l'autre, l'architecture accompagne les Premières Nations et les Inuits dans ses premiers pas vers une réappropriation de son environnement bâti. Cela se fait au rythme des communautés, dans une approche non menaçante, à l'écoute de leur réalité et en respectant les principes de base de leur culture. Pour les peuples autochtones, ce dialogue n'a rien d'étrange non plus. Ces Premières Nations inuites sont empreintes d'une tradition de réciprocité. Nous pouvons échanger nos savoir-faire respectifs. L'aéroport de Kwaktak est un magnifique exemple de co-création et d'échange réciproque. Il fut fascinant de constater l'exercice de collaboration entre deux artistes, Giuseppe Kulula, Inuk, et l'artisan Bernard Paquet, québécois. Le bel esprit de partage et la volonté de toucher un plus grand public a permis de donner une voix aux peuples oubliés et ainsi à l'œuvre d'art de devenir plus grande qu'elle-même. Ces délicates sculptures d'une maman beluga et ses petits engagent les passants alors qu'ils se trouvent à Kwaktak à penser aux liens sacrés avec la nature, avec la chasse, avec la nourriture. Pour les visiteurs, c'est une invitation au dialogue, au respect. Pour les Inuits, un symbole fort de leur volonté de se réapproprier leur espace de vie. Un autre exemple, à Iqaluit-Tuktoyak, la station canadienne de recherche en extrême arctique, réunis sous un même toit, technologie contemporaine et savoir inuit. Les espaces publics ont été disposés conformément au principe inuit d'espace libre, ouvert, interrelié. Le Kagik, igloo communautaire de l'Arctique de l'Ouest, a inspiré des structures qui se retrouvent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par sa présence physique et symbolique et l'intégration des arts à même la bâtisse, le Kagik amène une présence rassurante pour les habitants de la communauté. Cela facilite leur intégration et suscite des échanges entre Inuits et non-autochtones après une longue période d'isolation. N'oublions pas, l'environnement bâti est la preuve d'une présence humaine. Elle participe à un mode de vie et soutient le tissu social. Cette volonté de décolonisation en douceur, on la retrouve dans un bâtiment plus petit, à vocation thérapeutique. Le centre Wagwan, situé en territoire Mi'kmaq, à Gueskapéguagh, est un centre de réadaptation pour jeunes autochtones. L'architecture du centre s'inspire des abris traditionnels algonquiens et cherche ainsi à faciliter l'intégration des traditions de guérison autochtones. Cela se fait très concrètement avec l'aménagement d'espaces de smudging, purification, là où on peut faire brûler de la sauge et autres herbes purificatrices.
C'est en redonnant sa place d'honneur à l'architecture des Premières Nations que des identités fragilisées après des décennies d'acculturation et de colonisation pourront se rebâtir, s'épanouir dans un environnement plus fidèle à leur culture. De cette manière, le Centre Wagwan, en évoquant la culture algonquienne, crée un environnement propice à la réappropriation culturelle, à la reconstruction de l'estime de soi, à la fierté. Nous comptons au Canada, parmi les peuples autochtones, au moins une cinquantaine de nations survivantes pour 630 communautés, sans compter l'Inuit Nunangat. Leur incroyable diversité est un trésor à préserver, à recréer, à célébrer. L'architecture est devenue une ambassadrice de bonne volonté auprès des communautés autochtones. L'architecture implique tout le monde, artistes, citoyens, autorités, les architectes eux-mêmes, avec le don de sculpter le vide de l'espace pour ces peuples oubliés du temps. Le temps est venu de redonner à l'architecture son droit de promouvoir la culture, au même titre que la cuisine, la peinture, les chants, la spiritualité. L'environnement bâti doit parler de nous et nous parler, nous rappeler notre passé et notre vision de l'avenir. C'est là qu'on est et c'est là qu'on meurt. L'environnement bâti, c'est ce qui reste de nous quand nous partons. Autant que ce soit un voyage coloré et passionnant dans un environnement sensible à nos particularités. Merci. Tinashko maintenant.